financiarisation, le contrôle de gestion est-il victime ou coupable? Bonjour Nicolas Berland. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Berland, professeur à l'Université Paris-Dauphine, professeur de sciences de gestion, DRM, Dauphine Recherche en Management, et donc auteur de nombreux ouvrages en contrôle de gestion, contrôle budgétaire, articulation entre stratégie et contrôle, etc., etc. Vous êtes une référence du domaine. Et donc cette question, le contrôle de gestion finalement, victime ou coupable de la financiarisation? On va peut-être rappeler en deux mots financiarisation d'ailleurs ce qu'on met derrière, parce qu'on met tout et n'importe quoi dans le débat public. Exactement. Alors je vais répondre déjà à la question victime ou coupable, je dirais victime et coupable, et on va voir de quoi il s'agit. Alors en fait, derrière financiarisation, effectivement, on met beaucoup de choses derrière la financiarisation. Si je veux aller très vite, et là je vous renverrai par exemple au Que sais-je, où je développe pas mal l'idée, c'est cette place importante en fait qu'a pris la finance dans les modes de gestion aujourd'hui, une finance qui n'est plus au service du projet d'entreprise, mais qui devient presque une finalité à elle toute seule, pour faire très vite. Donc, ce que l'on voit depuis, je dirais, une quarantaine d'années maintenant, c'est une montée en puissance, en fait, des instruments financiers dans les entreprises. Ça n'a pas toujours été le cas. Les ouvrages de Flickstein nous rappellent qu'on a d'abord eu des modes de gestion qui donnaient la primauté à la production, puis au marketing et à la finance. Et à l'intérieur de cette finance, depuis les années 70, on a deux temps, en fait. On a un temps où la finance se développe et puis tout à coup elle devient extrêmement importante. Et ça se joue au milieu des années 80, fin des années 80, où on a en fait une dissociation entre deux branches de la finance, des outils de contrôle de gestion, là, pour faire plus simple que la finance. On a tout d'abord un mouvement que je qualifie de quality turn en fait, avec tout un tas d'innovations qui vont se mettre en place et qui empruntent en fait aux démarches de qualité. Donc c'est Balance Scorecard, le tableau de bord stratégique par exemple, c'est l'activity-based costing. Tout ça, c'est né dans la mouvance en fait de la qualité totale. On peut tracer en fait les auteurs et les rattacher à la qualité totale, avec donc une finance ici qui est mise au service du projet d'entreprise pour aider à l'améliorer, avec un très beau livre qui est assez méconnu, qui a été publié par Johnson et Bromes, qui s'appelle Profit Beyond Measures, le profit au-delà de la mesure, le profit au-delà de toute mesure, malheureusement traduit par la méthode MBM, parce qu'on aime bien les méthodes en fait en France. Mais voilà, le titre était beaucoup plus programmatique et qui montre comment en fait la finance peut se mettre au service de la qualité totale pour améliorer la performance de l'entreprise. Et puis le deuxième mouvement en fait, c'est le mouvement de la financiarisation, avec des outils qui vont être portés par des cost killers, avec des outils qui sont là pour trancher dans le vif, couper de façon abrupte et qui vont souvent être très mal utilisés et qui vont du coup poser des problèmes parce qu'ils vont être l'outil, l'arme de la financiarisation, son entrée dans l'entreprise, et puis qui vont décrédibiliser en fait la pratique. Donc c'est pour ça que le contrôle est aussi victime de la financiarisation, parce que bien souvent ce qu'on y associe, ce sont ces mauvaises pratiques en fait de cost killing. Le bon exemple, c'est vraiment celui de France Télécom, que je crois que vous connaissez pas mal en fait, avec des dévoiements, avec des risques psychosociaux. Tout ça n'est pas évitable. On a une autre branche en fait du contrôle qui s'appuie justement sur ces pratiques de qualité totale qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus organisationnelles et qui essayent de faire autrement pour éviter ce que Gaulle et Jacques appelaient dans la société malade de la gestion en fait des gens qui sont quantophréniques, qui ne croient que les chiffres, qui vont gérer que par les chiffres. Donc voilà, donc on a à la fois les coupables en fait, le contrôle de gestion est coupable parce qu'il est accompagné par une de ses branches, la financiarisation, mais il en est aussi victime parce qu'il y a bien mieux à faire en fait avec le contrôle que ce que l'on lui fait faire avec la finance. Donc c'est les deux à la fois, avec des effets de mode, avec des gestions centrées sur des indicateurs qui tiennent plus par exemple de la communication qu'autre chose. On a beaucoup vu apparaître l'EBITDA par exemple ces dernières années, un indicateur qui n'est défini à peu près nulle part. L'AMF s'en était ému, enfin la COB à l'époque, au début des années 2000 en disant il faudrait peut-être donner des indicateurs clairs en fait, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le calcule. Elle avait renoncé en se disant que si les entreprises, si on normalisait les entreprises, elle a inventé d'autres choses. Alors le fait de pas normaliser, le fait de pas réfléchir au concept, ça ouvre la porte à toutes les bêtises. Et l'AMF disait, les entreprises ont développé de nouveaux indicateurs. On a eu un excellent exemple dernièrement. En fait, c'est les l'EBITDA, c'est les l'EBITDA après Covid, en fait. Bon, voilà, tout ça ne fait pas beaucoup de sens. On est plus dans de la communication, dans de l'instrumentalisation des outils du contrôle de gestion que dans une instrumentation de la gestion de l'entreprise. Bien sûr. Rappelons quand même que le contrôle de gestion, c'est l'appui au management.
Exactement, aussi. Donc, exactement. ce paradoxe-là, ces tensions-là, ce sont les tensions du management. Exactement, exactement. Et on voit très bien ce mouvement. J'ai une thésarde, Marie Redon, qui a étudié en fait l'évolution des directeurs financiers dans les entreprises. On voit bien comment, dans justement ces années 80, ils viennent en fait des fonctions comptables en appui des opérations. Comment petit à petit ils viennent de l'audit. L'âge d'or, c'est les années 90. Et aujourd'hui, le contrôleur de gestion, le directeur financier vedette, en fait, il est passé par les services de fusion-acquisition d'un certain nombre de grands groupes. On voit bien qu'il gère complètement autre chose, espèce de mécano financier de l'entreprise, et plus tant en lien que ça avec les opérations, même s'il le pense parfois, plus tant en lien. Et ce directeur financier, il est souvent le mieux placé pour devenir le PDG de l'entreprise ou son directeur général. Donc on voit bien ce mouvement en fait de prise de contrôle avec le risque de perdre de vue les opérations. Peut-être à mettre en perspective avec des phénomènes de désindustrialisation dans notre pays. Et ça la petite économie rejoint la grande à ce moment-là. Vaste sujet. Merci beaucoup, Nicolas Berland. Merci.